L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Cette semaine au Vestiaire, on commence évidemment par le mini bulletin des sports et on reçoit Joanie Filion du club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul qui nous parle de l'invitation de Benoît Lavoie. Pour le segment Chasse et pêche, on reçoit notre invité François Xavier qui vient nous parler de comment organiser le parfait voyage de pêche. Ensuite, au niveau des ligues majeures, on a notre invité Samuel Racine qui va être là pour nous parler des grandes ligues baseball aujourd'hui. On va aussi aborder bien sûr la saison des Canadiens qui va très bien. On va se le dire. C'est un petit nouveau, je pense qu'il va être bon. Ouais, je pense que oui, on va l'aimer. Bon vestiaire à tout le monde. Vestiaire. Cette semaine, pour commencer le mini-bulletin, Rose et James Savard-Ferguson étaient en action à la Coupe du monde de snowboard cross présentée au Mont-Saint-Anne. Ils ont respectivement pris les 23e et 28e rangs lors de l'épreuve. Au hockey, la gardienne charlevoisienne Lily-Jeanne Simard, qui évolue au cégep de Drummondville, a récemment été honorée pour son excellence sur la glace comme à l'extérieur. Elle a reçu une bourse de 1 000 $ afin de souligner son parcours. Du côté du curling, l'équipe de Denis Robichaud a remporté la première place lors du Charlevoix Invitation 2026. Composée de Kelly Tremblay, Marc-André Tremblay, Valérie Tanguay et Denis Robichaud lui-même, la formation s'est imposée en finale face à l'équipe de Bruno Saunier. En patinage artistique, 2 représentantes du club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul ont pris part aux championnats provinciaux Stars présentés à Saint-Jérôme. Anaïs Gagnon et Béatrice Ménard ont toutes deux réussi à se classer parmi les 30 meilleures patineuses de leur catégorie à l'échelle provinciale. Enfin, l'équipe de hockey des Orcales M15A, qui avait obtenu une participation à la Coupe Best Buy, se déroulant à la Place Belle de Laval, ont réussi à atteindre la demi-finale du tournoi, où ils se sont finalement inclinés 5-3. Une belle expérience pour ces jeunes Charlevoisiens. Félicitations à tous nos athlètes pour ces belles réalisations. Si vous avez des performances sportives à nous partager, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse juste au bas de l'écran. Aujourd'hui, segment sport local, on reçoit en entrevue Joanie Filion, présidente du club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul. Bienvenue, Joanie. Bonjour. Bonjour, Joanie. Merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Écoute, Joanie, on va surtout parler, bien évidemment, de patinage artistique aujourd'hui, de la compétition Invitation Benoît Lavoie qui s'en vient. Juste avant, je pense que c'est récent, là, toi, ta nomination comme présidente du club. Oui, moi, c'est ma première année comme présidente au CPA de Baie-Saint-Paul. Ça fait 3 ans, par exemple, que je suis dans le conseil d'administration du club. Puis j'ai été patineuse il y a de ça de nombreuses années. Il y a un bon passé d'athlète, là. Oui. Puis depuis que ma fille a recommencé le patinage il n'y a pas longtemps, puis moi, je me suis remis un petit peu à temps partiel là, pour le plaisir. Ça fait du bien pour vider le cerveau. Fait que ça reste une passion puis une activité que j'aime vraiment beaucoup. Tu remplaces notre bonne amie Valérie. Oui, Valérie. Justement, là, Valérie Lavoie, la présidence. Des gros patins à chausser, oui, Valérie. C'est Mais non, c'est ça. Valérie, elle a donné beaucoup pour le club, puis elle continue de m'épauler. Même si elle est plus présidente, elle reste quand même un bon mentor. On le voit autour de nous, là, donc le club, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont inscrits actuellement. Là. On sent que vous avez le vent dans les voiles. Ça se peut-tu? On a vu le 50e l'an passé, les célébrations qui ont super bien été, une grosse participation. On voit tout le temps beaucoup d'inscriptions. Comment ça se passe au club? Il y a vraiment beaucoup d'inscriptions. Actuellement, dans les cours privés, on est à 41 patineuses. Patineuses, on a seulement des patineuses actuellement. Ouais. On a aussi les cours de groupe qui, eux, on est au maximum d'inscriptions. On a dû malheureusement refuser des inscriptions cette année. Là, c'est quelque chose, là. Il y a vraiment beaucoup de demandes. Vraiment un engouement exceptionnel. On ne sait pas si c'est les Jeux olympiques, mais vraiment beaucoup de demandes pour le patinage artistique en ce moment. C'est de quel âge à quel âge le club? Normalement, on commence pour les cours de groupe, le patinage plus à partir de 4 ans. Et ça va jusqu'à 36 ans, 40 ans. Même, hein? Ben donc, oui. ça peut, mais on voit beaucoup d'adultes maintenant qui retournent au sport également. On en a 7 dans notre club des adultes qui patinent.
Super. Puis, niveau de tous ces athlètes-là, est-ce qu'on a une grosse participation, justement, à l'invitation Benoît Lavoie qui s'en vient très bientôt? Sur nos 41 patineuses, je crois qu'on a 37 patineuses qui sont inscrites. Quand même. Oui, à l'invitation Benoît Lavoie. Donc, vraiment, une belle participation de nos filles. Écoute, tu as abordé le sujet de l'invitation Benoît Lavoie. Ça va se dérouler bientôt ici à Baie-Saint-Paul. C'est du 9 au 12 avril. Donc, on commence le jeudi à 4 heures. On a des limites, des restrictions du Québec pour avoir seulement 3 ou 4 jours de compétition et des heures. Donc, c'est ça, on commence jeudi à 4 heures et ça se termine le dimanche autour de midi ou dans l'après-midi. Les gens, je pense, ne s'en rendent pas compte. C'est un événement qui revient année après année depuis plusieurs années à Baie-Saint-Paul. Écoutez, c'est une renommée provinciale. La compétition est très connue, est très courue. Les gens veulent venir dans Charlevoix, veulent s'inscrire. Vous avez énormément de demandes pour les inscriptions. C'est incroyable, les inscriptions. On ne réalise pas. L'année passée, pour les inscriptions de Benoît Lavoie, ça a pris 8 heures que les inscriptions soient complètes. Alors normalement, des inscriptions peuvent prendre des semaines pour les autres compétitions de la région. Cette année, ça a pris 3 minutes. À 4 minutes, les gens n'étaient plus capables de se connecter au site pour s'inscrire. Combien d'inscriptions? Des gens de l'extérieur, on a ouvert pour 400 inscriptions. 3 minutes, 400. On a pris les 37-40 patineuses du club et on a des gens qui viennent aussi de les îles de la Madeleine. Donc, eux, ils viennent en avion pour venir compétitionner ici à Baie-Saint-Paul. Qu'est-ce qui fait que votre événement est autant couru et un aussi beau rayonnement, selon toi? Bien, les bénévoles sont très, très accueillants. Ouais. Les gens de Charlevoix, les gens de Baie-Saint-Paul, je pense qu'ils ont le sourire, sont là, ils aiment ça, on aime ça, le patin. Ça fait partie un petit peu de notre culture. Puis, je pense que l'organisation, c'est une compétition aussi qui est bien placée dans le temps, puisque c'est la dernière de la saison. Donc, les athlètes aiment ça, avoir un dernier portrait de leur expertise en fin de saison. Donc, c'est ça. Parlons un peu des épreuves ou des. Ça fonctionne comment? Il y a des catégories d'âge, j'imagine? Il y a des catégories de niveau et des catégories d'âge. Donc, pour un même niveau, les catégories vont de Star 2 à Star 10 or. Donc, pour une catégorie, par exemple, Star 4, on peut avoir les Star 4 moins de 10 ans, moins de 13 ans et plus de 13 ans. Donc, ils sont divisés par âge, mais aussi par niveau pour certaines catégories, le Star 4, le Star 5. C'est sûr que les catégories ne sont pas toutes compétitives. On a vraiment 2 branches de catégories. Quand on dit compétitif, c'est pas que l'autre branche de... en fait, si je veux mieux m'exprimer, là, il y a la catégorie compétitive qui s'appelle Voie d'accès vers le podium. On parle des gens qui sont en sport-études, on parle des gens qui patinent vraiment tous les jours. D'excellence, Puis on a des gens qui font partie du patinage star, qui eux sont plus des personnes, c'est pas juste récréatif, là, sont quand même compétitives, mais c'est des patineuses comme un peu plus on a nous ici, là, des patineuses qui patinent 4 fois par semaine. Donc, j'allais où avec ça? Oui, on parlait des volets qu'il allait avoir dans la compétition. Donc, c'est ça. Donc, nous, notre majorité de patineuses, c'est dans le volet star. On en a une quand même qui est dans le volet compétitif actuellement. Mais c'est ça. Donc, pour ce qui est de les heures de performance, les horaires, si quelqu'un veut aller encourager donc, les filles, les locales, là, est-ce qu'on retrouve l'information quelque part? Sur le site de la région, sinon sur la page Facebook du club. OK, vous mettez toutes les informations là? Publier des petites affiches, des petites images avec les photos des patineuses puis les heures de passage pour chaque journée. Puis même dans une même journée, là, ça va être divisé avant midi, après-midi, soirée. Donc, tout va être publié sur la page Facebook du club si quelqu'un veut. Est-ce que c'est comme aux Olympiques, il y a un volet plus artistique puis un volet plus technique? Ils ont 2 programmes imposés puis un programme libre plutôt? Pour les catégories qui sont un petit peu plus hautes, il y a un programme libre et un programme court, oui. Mais sinon, pour les jeunes, c'est dans le Star 5, par exemple, dans le Star 4, ils sont évalués pour leur technique, mais ils sont évalués aussi pour des composantes de programme qu'on appelle, qui sont les habiletés de patinage, la présentation, la composition. Donc, les patineuses, ils ont une note pour les habiletés, puis une note pour les composantes et une note de technique. Donc, ils font les deux. Donc, toi, tu as déjà participé, j'imagine, comme patineur. Là, c'est ta fille qui va y participer. Oui.
Est-ce que c'est différent? Le stress, es-tu le même? C'est beaucoup plus stressant pour son enfant, j'ai l'impression, parce que j'en parlais avec Philippe la semaine passée ou l'autre d'avant, que moi, j'ai participé à une compétition également cette année comme adulte. J'avais envie de le revivre, puis j'étais beaucoup moins stressée pour moi que pour mon enfant. On dirait qu'on ne contrôle pas. Cœur de mère, on ne contrôle pas ça. Non, on ne contrôle pas. Mais généralement, les filles, en tout cas, arrivent à gérer, puis l'exposition, ça développe tellement des belles... T'ouvres la porte, on en a justement cette fois-là, on en a parlé un petit peu. Je vais te poser la question. Les filles, autant ça va leur apporter énormément de positif. C'est un sport, ça amène les saines habitudes de vie, ça amène plein de bonnes valeurs, on apprend à performer sous pression, on apprend à gérer le stress, l'anxiété, etc. Comment justement cette approche-là, on le sait, c'est un sport qui est jugé, on est souvent seul sur la glace, les regards sont tous sur nous, des fois on va faire une contre-performance. Les filles sont encadrées de quelle façon là-dessus? Parce que des fois, ça peut teinter le reste de la saison, ça peut nous amener du stress après de performer, mettons une chute ou autre. Oui. C'est sûr qu'il faut le voir comme un 2 minutes. Hein. Souvent, les prestations sont 2 minutes. On peut avoir un bon 2 minutes, ou on peut avoir... Puis c'est sûr que les filles, en vieillissant, ils le comprennent de plus en plus. Ils se rendent compte que là, OK, j'ai pas bien performé. Puis je pense que... Ils s'en rendent compte, ils réalisent les filles, mais il faut, en tant que parent, autant qu'en tant que... Puis les entraîneurs aussi, le verbalisent. Puis je pense qu'ils leur mettent pas la pression non plus de performer. Souvent, tu sais, on va les pousser à bien pratiquer, à persévérer, à tomber, se relever dans la préparation. Mais quand on arrive au moment de compétitionner, c'est vas-y, amuse-toi, fais qu'est-ce que tu es capable. On souhaite toujours le meilleur, mais... advenant le cas qu'on a une contre-performance, c'est pas pire que ça. Peu importe le sport, c'est jamais agréable. Ça arrive. Puis c'est quoi le rôle du club dans la compétition? Est-ce que les entraîneurs sont avec les jeunes ou les jeunes sont avec leurs parents? Le club a-t-il un rôle à jouer là-dedans? En fait, le club organise la compétition. Donc, le club, lui, va gérer les bénévoles, va gérer l'horaire des juges. Eux, les entraîneurs, sont comme un peu plus des travailleurs autonomes. Donc, les entraîneurs, eux, vont assister leurs patineurs selon les horaires de leurs filles, de leurs patineuses. Alors que le club, lui, est plus côté organisationnel. Donc, les cours privés que tu parlais tantôt, c'est ces entraîneurs-là qui vont assister les jeunes? Nous, on a la chance d'avoir 5 entraîneurs au club. Donc, c'est ces entraîneurs-là qui... l'entraîneur, par exemple, va être présente pour la période d'échauffement. Donc, les filles ont une période d'échauffement de 5 minutes, peuvent demander des petits conseils de dernière minute, donc quoi corriger rapidement, puis après ça, va être là pour faire le débriefing après de « Ah, ben là, oui, ça a bien été, ça a moins bien été. » Donc, c'est ça. Donc, Pour une dernière question, Joanie, l'événement s'en vient très bientôt, on l'a dit, les bénévoles, les organisateurs, ça fait des semaines, voire des mois que vous êtes dans l'organisation. On arrive vraiment dans le concret. Les gens, je veux qu'ils le comprennent aussi, c'est énormément de travail et d'implication bénévole. Les semaines qui viennent, j'imagine tu vas passer beaucoup de temps à organiser la compétition, les derniers préparatifs. Comment tu vois les 2 prochaines semaines? On est déjà bien commencé, puis comme on en parlait un petit peu plus tôt, Yolène, qui nous donne un très, très bon coup de main depuis plusieurs années. Valérie qui est là aussi pour nous aider avec la compétition et tous les bénévoles sans qui ça ne pourrait pas avoir lieu, là, la compétition. On a plus de 40 bénévoles dans tous les domaines. Les officiels jouent un grand rôle. Donc, les officiels, c'est les juges chez bénévoles. Hein, c'est pas des gens qui sont payés pour être là. Donc, on a la chance à Baie-Saint-Paul d'avoir ces gens-là qui viennent jusqu'à nous parce qu'on est un petit peu une région. Mais ils sont très contents de venir. Fait que, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Joanie. Ça fait plaisir. On rappelle l'invitation Benoît Lavoie dès le 9 avril prochain. Oui. On invite la population, on veut beaucoup de monde. Ben oui. On vous souhaite bon succès et surtout, amusez-vous. Merci. Merci, Joanie. Chronique chasse à pêche avec François-Xavier Thibault. Bonjour FX. Salut Mathieu. On est en plein hiver et l'hiver, c'est temps de préparer la saison d'été. Donc là, tu vas nous parler de voyage de pêche, comment planifier sa pêche l'été? Oui, bien, je tenais à faire un peu ce sujet de chronique-là. Pourquoi? Très bonne idée à avoir tout ça passant. Merci. Parce que c'est une de mes activités préférées. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé 8 ans dans une boutique de chasse à pêche. Puis souvent, bien, les gens
bien après une transaction, les gens venaient me voir pour planifier leur voyage de pêche parce qu'ils avaient confiance en moi. Fait que ça a toujours été comme les voyages de pêche, ça a toujours été comme mon dada, mon repêchage, hockey, le côté gambler, on va-tu là, on va-tu pas là, tu te fies-tu à quelqu'un, pour la planification. Ça a toujours été de quoi que j'ai apprécié, puis c'est quelque chose aussi que je me suis spécialisé. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'appelle, j'ai un bon réseau de contacts là-dedans. Puis j'ai exploré beaucoup le Québec à la pêche, surtout la pêche au salmonidés, truite mouchetée, le touladi, la truite arc-en-ciel, puis aussi pour la chasse. Donc, je suis capable d'apporter de manière transparente c'est où que c'est le fun d'aller, puis qu'est-ce que je conseille. Fait que là, présentement, on est dans la grosse période parce que les salons chasse à pêche sont présentement. Et aussi les promotions en lien avec les associations des pourvoiries, la CEPAC, tout ça. C'est le temps de planifier 2026, mais déjà même 2027 à certains endroits. Les options sont nombreuses, c'est autant dans le privé des pourvoiries que tu peux avoir, mettons, tu l'as dit, la CEPAC. Donc, c'est quoi le bon forfait pour la bonne personne? Bien, ça dépend toujours de tes objectifs. Moi, je vais te parler comme si c'était un client. Tu sais, la pêche à la truite, exemple, peut être une vocation sportive, comme pour taquiner des gros poissons, faire de la pêche aventure, ça peut être pour la pêche à la mouche, des vacances famille. Bref, il y en a pour tous les goûts. Moi, personnellement, la première question que je vais te poser, c'est quoi tes habitudes de pêche? De 1, quel type d'hébergement que tu vises? Et de 2, je te demanderais la distance aussi que tu serais prêt à parcourir pour aller à la pêche à partir de ton domicile. Fait à partir de là, on se fait un plan de match, on regarde aussi les recommandations de chacun. Mais moi, exemple, pour les vacances famille, on va parler de monsieur, madame, tout le monde, de se prendre une semaine de vacances avec leurs enfants. Premièrement, regardez le type d'hébergement que vous allez avoir. Premièrement, une capacité d'hébergement qui va être capable de suffire pour vos enfants et vos proches. De 2, avoir une facilité d'accès au plan d'eau. D'embarcation facile, un réseau de chemin et un réseau hydrographique qui est praticable. Quand je te parle d'un réseau hydrographique, c'est exemple, ta pourvoirie n'a pas beaucoup de chemin. Il y a beaucoup de lacs, mais ils sont accessibles seulement par voie navigable ou par voie pédestre. Ouais, s'assurer, ça m'est déjà arrivé. Faire de la pêche aventure, qu'on appelle le réseau de la CEPAC, qui sont forts de ça, bien, s'assurer que tu es assez en forme pour aller là. Donc ça, c'est le premier point. Accessibilité puis capacité de l'hébergement. C'est lourd marcher qu'une glacière de bière. Oui. On va parler ensuite du type d'hébergement. Au niveau des pourvoiries, ça va moins de se différencier. On peut se parler d'une pêche en chalet. Toutefois, si tu vas, exemple, dans le réseau de la CEPAC, tu peux faire de la pêche en camping, tu peux faire de la pêche journalière, tu peux faire de la pêche canot-camping, de la pêche aventure, pêche en camp rustique, pêche en chalet modique. Il y en a pour tous les goûts. Il faut que tu saches un petit peu sur quel pied danser. Tu veux-tu avoir un gros hébergement? Tu veux-tu y aller de manière plus primitive avec, exemple, un camp rustique, avec une toilette sèche à l'extérieur? C'est ça un peu qui va te guider. Moi, pour ma part, je vais surtout focusser en fonction de la qualité de pêche. Est-ce que tu es capable d'avoir une diversité de plans d'eau? Tu vas-tu avoir une qualité de poisson indigène? Tu vas-tu avoir aussi différentes espèces avisées en fonction de la période de pêche? Si quelqu'un veut des informations, où te contacter? Y a-t-il un site qu'on peut rechercher? Y a-t-il un espèce de guichet unique de recherche? Je ne suis pas ici pour offrir mes services, je suis plus ici pour conseiller les gens, mais je te dirais, informez-vous auprès de l'Association des pourvoiries du Québec, la Fédération des pourvoiries, selon la région administrative que vous voulez aller à la pêche, exemple. Charlevoix, c'est un gros marché pour la région de Charlevoix, oui, mais pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis la Côte-Nord. Dans nos historiques, nos coutumes, on est habitué d'aller sur la Côte-Nord pour aller à la pêche, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Monts-Valin, puis dans Charlevoix. Donc, en premier temps, c'est établir le plan de match où est-ce que vous voulez aller. Puis ensuite, contacter la CEPAC, ils ont ou sinon la Fédération des pourvoiries, les associations aussi régionales, ou par le fait même, des fois, des agences de voyage qui offrent le service. Les quotas, les modalités, tu sais, parce qu'il y a des pourvoiries qui vont limiter à 5, d'autres 10, d'autres 2. Est-ce que c'est à prendre en considération dans notre magasinage de forfait? Oui, bien en premier temps, informez-vous de la réglementation provinciale en fonction de la zone de pêche que vous allez. Exemple, la zone provinciale 27, Charlevoix, Capitale-Nationale, c'est 10 ombres de fontaine, 10 truites par pêcheur en possession. Comparativement, sur la zone 28, que c'est 20 ombres de fontaine, donc 20 truites par jour et en possession. Et ainsi que sur la Côte-Nord. Tu vas aller dans d'autres régions comme en Mauricie, c'est du 7 truites. Donc ça, en premier temps, c'est une limite qu'il faut s'informer. Mais les privés, les pourvoiries, les actes peuvent mettre d'autres réglementations aussi. En fonction, si c'est un aménagement halieutique qui a de la truite ensemencée,
Si la truite ensemencée, souvent, le pourvoyeur, la truite, elle a un prix coûtant. Fait qu'ils vont maximiser l'effort de pêche pour assurer les mêmes pêcheurs qui aillent tout le temps sur le même plan d'eau, avec des limites plus restreintes, mais qui vont respecter quand même le quota provincial. La limite provinciale, exemple, un lac à truite ensemencée avec du plus gros format, 2 à 3 truites par personne. D'autres, ça peut être du 5 truites, d'autres du 10 truites. Mais ils vont tout le temps y aller pour maximiser l'effort de pêche. Je comprends. Y a-tu des drapeaux rouges? Y a-tu des fois des avertissements que tu pourrais donner à quelqu'un ou quelqu'un qui magasine, qui connaît plus ou moins ça? Y a-tu des fois des drapeaux rouges qui peuvent... Ben, c'est sûr et certain qu'il faut en premier temps, il faut s'établir son objectif de pourquoi on fait le voyage de pêche. C'est-tu pour prendre la grosse truite? C'est pour faire de la vacance famille? C'est-tu pour faire de la pêche en rivière, de la pêche en lac? Pourquoi je dis ça? Là, ça peut paraître un petit peu niaiseux. C'est que souvent, les gens, exemple, ils disent « Je vais aller à 1 heure de Charlevoix, je vais prendre la truite de 2 à 3 livres, puis je vais faire une vacance famille, puis je vais être proche de tout. » T'sais, avoir trop des fois d'attente élevée, ça peut donner de la déception au bout de la ligne. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est pas garanti que tu vas prendre du poisson. Si tu fais tes devoirs, tu es bien équipé, oui, tu vas prendre du poisson, mais tu y vas d'abord pour passer du bon temps en famille, puis passer du temps dans la nature. Fait qu'il faut que tu sois conscient du type de plan d'eau que tu vises, du type de destination que tu vises. Parce qu'il y a des endroits qui ont plus des vocations familiales. Exemple, des pourvoiries que c'est du poisson semencé, mais sont plus axés sur l'accessibilité. Exemple, des plus beaux chemins, des plus beaux chalets, des plus belles chaloupes, des plus beaux quais, mais qui a peut-être un petit peu moins de poissons. Mais pour le commun des mortels, même si un petit peu moins de poissons, si ta pêche se fait de manière plus efficace, plus rapide, plus de services, plus sécuritaire, moins de danger, ça peut correspondre aussi à une certaine partie de la population. Avec des enfants, c'est fun de revenir au chalet. Ben, en plein ça. Mais tandis que si tu as un plan de pêche qui a de la truite trophée, mais que le gars, lui, veut faire une pêche en vacances famille, mais il faut qu'il fasse 1 heure de camion, une demi-heure de marche pour se rendre au lac, qu'il a le droit à 3 truites, mais que les enfants ne sont pas assez patients pour suivre, c'est peut-être pas la bonne place en fonction de l'objectif de pêche. C'est pour ça que moi, j'aime établir avant le plan de match, c'est quoi qu'on veut faire. Puis ensuite, on choisit avec le pourvoyeur, on explique nos besoins, ou sinon on parle avec un agent de la SAPAC, puis lui va nous rediriger vers l'endroit où aller. Mais c'est sûr qu'il y a des meilleurs endroits que d'autres, mais ça va en fonction de tes objectifs. En terminant, là, financièrement, là, j'exclus évidemment tout le règlement et financièrement, ça peut ressembler à quoi un voyage de pêche? Une fin de semaine, mettons. Par personne, il y a des endroits où ça va être du 90 par jour par personne. D'autres endroits, ça va être du 150, du 160 par jour. D'autres, ça va être 200 Ça va être en fonction du type de forfait. Du plan américain, exemple avec la nourriture inclus, l'essence, les moteurs hors bord, les chaloupes, les viscérations du poisson. D'autres, ça va être du plan européen régulier avec juste l'hébergement, les droits de pêche et l'embarcation. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, ce que je vous dirais, c'est comme là, au mois de mars, il y a un gros salon. Il va y avoir le salon Expert Chasse-Pêche Camping de Québec qui va avoir lieu. Il y en a un à Saint-Hyacinthe au mois de février. Il y a des événements promotionnels aussi sur le site de la SAPAC, la Fédération des pourvoiries du Québec, les associations régionales de pourvoiries. Donc, prenez le temps de faire une offensive puis de définir vos besoins. Puis par la suite, on va avoir du plaisir à la pêche. Hey, merci beaucoup, FX. C'était fort intéressant. Ça fait plaisir. Bon magasinage de forfait tout le monde. Puis nous, on se revoit dans quelques secondes pour les sports majeurs. Aujourd'hui, au segment Grande Ligue, on va aborder les sujets du baseball et du hockey. Pour nous parler de baseball, on a un invité spécial, Sam Racine, bienvenue. Hey, salut. Merci les gars de me recevoir dans votre studio. Bien, merci d'être là, Sam. On est content de t'avoir avec nous. Un passionné de sport qui va pouvoir en jaser avec nous autres. On est bien contents. Ah, vraiment? Écoute, on rentre dans le cœur du sujet. Oui. Ligue majeure de baseball. Et tabarouette. Alors, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense que c'est le début des ligues. C'est quoi qu'on peut s'attendre, Sam, cette année? Y a-t-il des nouveautés? Oui, bien en gros, une nouveauté, écoute, on peut pas passer à côté du système ABS. Le système ABS, pour eux autres qui écoutaient le baseball anciennement, il y avait le carré. Souvent que ce soit ESPN ou Fox mettait, bien, ce carré-là, on se demandait toujours à quoi il servait parce que faut pas oublier qu'il y a une troisième dimension. Il n'y a pas juste le carré, il faut voir la troisième dimension. Le baseball majeur a décidé d'aller de l'avant et de se servir de ce fameux carré-là. Puis probablement que je peux pas vous dire si c'est confirmé, mais les diffuseurs n'auront plus le droit de probablement de mettre ce carré-là qui causait souvent la confusion. Mais moi, pour quelqu'un qui regarde, qui connaît plus ou moins peut-être qui est un néophyte du baseball, ça consiste à quoi? C'est quoi les changements? À la télévision, on verra plus le fameux carré. On verra plus le carré. Puis les équipes, ce qu'ils vont avoir le droit, c'est de 2 fois par match, c'est d'aller en reprise vidéo. Tu as le droit, c'est le lanceur qui peut demander la reprise vidéo. Le frappeur
ou le receveur jusqu'à 2 ça, fois par match. C'est pas un call qui vient des coachs, là. C'est pas un call qui vient des coachs. Et puis là, ce que je trouve plate, ce qui est intimidant pour les officiels, c'est qu'après ça, on voit le lancer en reprise sur l'écran géant de 70 par 80 pieds devant 30 000 personnes. Donc là, c'est déjà commencé. En fin de semaine, il y a des arbitres qui l'ont eu plus difficile, qui ont eu une moyenne de 88-89 % sur tout le match. Normalement, on est supposé avoir une moyenne d'environ 93 % de bonnes décisions, en fait. Parce que donc là, ça vient challenger les officiels sur le terrain. Ça vient de challenger directement les officiels. En Corée du Sud, ça fait plusieurs années que ça fonctionne, ce système-là. Puis le système, malheureusement, des résultats de 99,5 %. Donc, tu sais. Mais la balle arrive moins vite aussi en Corée du Sud. Tu sais, la Ligue majeure, la balle, l'arbitre, il n'y a pas un gros temps de réaction. C'est une fraction de seconde. C'est ça, là. Entre la balle tombe puis la balle, elle passe par-dessus le marbre, c'est tricky, là. Il faut que tu pognes ta décision, là, tout de suite. Ben oui, puis les receveurs qui veulent influencer, ils vont positionner la mythe différemment après la... Oui, puis tu sais, moi, je suis j'ai de la difficulté avec le changement, surtout dans un sport comme le baseball. Un sport tellement majeur. conservateur, ben oui. C'est tellement plaisant. Moi, j'étais contre le règlement de la prolongation, du joueur au deuxième but. Finalement, je n'haïs pas ça. C'est sûr que dans les séries éliminatoires, ce règlement-là, il tombe. Je dois dire que ça améliore quand même le spectacle. J'étais contre, je ne sais pas si vous êtes au courant, le but sur balle intentionnel avant. Moi, quand j'écoutais beaucoup le baseball, surtout dans les années 90, t'avais des gars comme Barry Bonds qui arrivaient au bâton. On lançait 4 balles, le catcheur s'installait comme ça. C'était comme ça qu'on faisait un but sur balle automatique. Mais ça arrivait une fois sur 100, une fois sur 200, que le lancer, on se trouvait que le catcheur l'échappait ou quelque chose. Donc là, tu pouvais avoir des joueurs, ces buts qui couraient, ou même j'ai déjà vu des frappeurs essayer de frapper la balle. Le jeu restait live quand même. Le jeu était live. Ben oui. Là, maintenant, le coach fait un geste, le gars s'en va au premier. Je trouve ça plus plate un peu. Mais comme le pitch clock, le fameux pitch clock qu'on parlait tout à l'heure hors d'onde. On voulait diminuer la durée des matchs. Donc... Mais ça, je trouve que je suis quand même pour ça. Donc, ça donne du rythme. Ça donne du rythme. Ça pour dire que peut-être que dans quelques années, on va se rassurer ici et on va dire « Ah, finalement, le système ABS, c'est quand même cool. » Le système ABS, comme dans les autres sports majeurs, on le voit, l'assistance des nouveaux moyens technologiques, là, on y échappera pas. Même au baseball, un sport qu'on croit intouchable parce que c'est très, très, très conservateur. Puis, gars, on le voit au football, là, on a des puces dans le ballon maintenant pour voir les premiers essais. Là, les juges qui vont regarder les premiers essais deviennent de moins en moins utiles. On y échappera pas. Au tennis, tu vois la balle tomber sur la ligne à côté. Le baseball majeur a toujours été, comme on disait, très conservateur. En 2008, on a légalisé l'application des reprises vidéo. En 2008, ça fait quand même pas longtemps. Pas si longtemps que ça. Tandis qu'au hockey, on fait ça depuis longtemps. On veut garder le romantisme du baseball, je pense. Il y a un romantisme. Un sport de tradition. Là, c'est ça. C'est tellement plaisant. Donc, ça va être à suivre. Donc, à suivre et à voir cette année. C'est la grosse différence pour cette année, oui. Est-ce que ça va amener moins d'expulsions d'entraîneurs? On ne sait pas, écoute. Ça fait partie du spectacle aussi. Très bon point. Et puis, il va y avoir beaucoup un aspect psychologie, pas psychologie, stratégie. Oui. Stratégie, on l'a vu, ça vient en fin de semaine, le premier match des Blue Jays. Vladimir Guerrero demande tout de suite en première manche, mais non, attends, fallait pas en première manche, il fallait en 8e, fallait en 9e quand ça compte. T'sais. Les buts sont-tu remplis? Y a-tu beaucoup de retraits? Il va y avoir l'aspect stratégie qui va rentrer en les équipes vont apprivoiser ce nouveau règlement. Ben oui, un peu comme les challenges au hockey. Tu fais pas, tu attends un moment, tu vas être sûr, des fois tu es 50-50, mais est-ce que le timing est bon? Tu ne gaspilles pas ton challenge au football, la même chose. Exact. Tu ne le gaspilles pas en première demi si tu veux en avoir besoin en deuxième. Écoute, on va prendre division par division, puis donne-nous ta vision. Quelle équipe tu penses qui va sortir? Puis on va terminer par l'Est, parce qu'évidemment, les Blue Jays sont là. C'est exactement ce que j'allais te dire. Écoute, vas-y, on te laisse aller. J'ai étudié maintes et maintes fois les ajouts, les équipes. J'ai fait mes petites prédictions vite. Moi, je crois que dans la nationale de l'Est, avec l'addition de Beau Bichette, je pense que les Mets vont sortir gagnants de la division. Le reste des équipes, les Nationals en reconstruction, oui, ont C.J. Abrams, mais j'en suis pas si sûr. Les Braves d'Atlanta, on est loin de la dynastie des années 90. Puis les Phillies, moi, je trouve que c'est un club qui continue de se chercher. Bryce Harper est vieillissant. Fait que pour l'Est de la nationale, moi, je vois les Mets de New York. Si on s'en va dans la centrale, les Brewers de Milwaukee cette année qui vont continuer sur leur lancée, d'après moi. De l'an passé.
Ils vont être talonnés par les Reds. Les Reds, c'est une jeune équipe qui me rappelle un peu, j'ai pas vécu ça, mais l'époque des années 70 avec Pete Rose. C'est toujours des équipes ça, qui sont tannantes avec leur gilet rouge, puis ils ont toujours, on dirait, ils vont toujours trouver de la magie. C'est un peu un club magique, les comme Reds. les Bruins sont gossants, Oui, ils sont tannants. Les Bruins sont pas gossants. Ça, on parlera de hockey tantôt. Donc, c'est ça. Les Reds qui sont menés par Ali de la Cruz. Puis, en passant, je vous fais... Un club avec l'attitude. C'est un club avec l'attitude. Puis, je vais juste faire une petite parenthèse. Je pensais à ça tantôt. On assiste vraiment à l'âge d'or du baseball présentement. Il y a des jeunes vedettes, justement, des Ali de la Cruz, des Bryce Harper, des Juan Soto, des gars que cette heure, ils se mettent des chaînes, puis ils n'ont pas peur de célébrer, puis let's go, on lance le bat dans les airs. Hey, c'était pas de même, ça fait pas longtemps que c'est rendu comme ça le baseball. Non, le swag au baseball. Le swag au baseball. On a eu quand même l'époque stéroïde, là, qui était assez... Les gars avaient du swag quand même avec leurs avant-bras très gros. Ouais, les gars sont rendus lettres aujourd'hui. Ouais. On n'est plus comme en 94. Mais tu sais, on parle d'un sport conservateur, ça fait partie, ça, de la mentalité, baseball, tu sais, d'être plus low profile, joueur d'équipe. Ouais, exact. Ils voulaient pas trop de pression non plus. Moi, je pense joueur individuel, l'équipe en premier. C'est ça, il y avait moins de gestion de pression, tu sais. Pour vous dire comment le baseball est capable de s'acclimater, les Yankees de New York, ils ont désormais le droit d'avoir une petite barbe bien taillée. C'était toujours illégal depuis nombre Écoute, d'années. on avance! On avance! Dans l'ouest de la nationale, ben là, je pense pas qu'on va s'ostiner longtemps. Les Dodgers avec Shohei Ohtani, le compte en banque est complètement bien plein. Il y a beaucoup d'argent. D'après moi, ils n'auront pas de difficulté à sortir de l'Ouest. Ils seront probablement, d'après moi, talonnés par les Padres et les Diamondbacks. Est-ce que ça te dérange, toi, d'avoir un club comme les Dodgers qui est pacté en bon français, mais tu sais, qui n'a pas un plafond salarial? C'est au baseball, là, ben oui. C'est ça. Est-ce que ça te dérange un peu de savoir qu'il y a des clubs qui sont un peu plus conservateurs, c'est moins équitable peut-être? C'est un très long débat. Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui font des milliards et qui investissent zéro. J'ai été longtemps un fan des A's d'Oakland. Les propriétaires, on voyait l'argent rentrer, mais on l'avait où l'argent? L'équipe avait une masse salariale de 30 millions. Donc, tu sais, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. Est-ce que les Dodgers, moi, je les haïs? Non. C'est pas parce que je te paye 120 millions par année que tu vas frapper à la balle plus qu'un autre. Oui, les gars, souvent, ils ont des agents très influents, il ne faut pas oublier ça. Juan Soto, il a un contrat incroyable avec les Mets de New York. Les Mets de New York, ils ont fait quoi l'année passée en série? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ça ne dépend pas, tu as raison, c'est une grosse masse salariale. Disons que tu as plus de chances d'avoir des joueurs d'impact, etc. Mais tu as raison, ça ne veut pas dire. T'sais. Mais on va regarder, j'ai lu beaucoup d'articles sur les meilleurs clubs des mineurs. Il ne faut pas oublier ça non plus. Les Dodgers se situent dans le top 3 de n'importe quel, que tu regardes n'importe quel donc, le professionnel, le pipeline. est plein encore, il y a encore entre autres, Alex Freeland. Alex Freeland, c'est une arrêt-court. Ils ont beaucoup de profondeur. Ils ont beaucoup de profondeur. Donc, les Dodgers, moi, je les respecte beaucoup. Ils font pas juste acheter les championnats, ils développent beaucoup de jeunes aussi. Puis c'est pourquoi ils vont sortir de l'Ouest facilement, selon moi. On s'en va dans la Ligue américaine. Oui. Dans la centrale, c'est une ligue qui est une division qui est dominée par les Guardians, selon moi, suivi des Royals avec Bobby Witt et le vieux Salvatore Pérez derrière le marbre, et suivi des Tigers, selon moi, avec Tarik Skubal, un lanceur. Mais le problème, quand on a des lanceurs phénoménaux, comme les Pirates, que j'ai pas parlé avant avec Paul Skeen, c'est que ton lanceur, il lance une fois aux 5 matchs. Donc, t'as beau avoir des excellents lanceurs, il y a 162 games dans la saison. Exact. Tu pourras pas... C'est comment tu gères ton volume, tu sais. C'est ça qui est à suivre. Donc, la centrale à l'américaine, selon moi, les Guardians. Et dans l'ouest de l'américaine, ben les Mariners, d'après moi, ils ont juste à perdre. Ils peuvent pas perdre. C'est eux autres qui vont décider de la perdre là, parce qu'ils sont vraiment supérieurs. On regarde les Astros, sont vieillissants avec leur scandale. Vous vous souvenez, le scandale de la poubelle? Moi, les Astros, je les aime plus. Ah, toi, c'est barré, là, non, les Astros. Un scandale comme ça, c'est terminé. Ça fait pogner, c'est ça le scandale? Ah oui. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Ils ont été chanceux, ils ont gagné, je pense, la Série mondiale dans le temps de la pandémie, qu'il ne pouvait pas avoir trop... Il n'y avait pas de fans, là. Il n'y avait pas trop de fans. Exact. On a mis des fans en carton, en tout cas. Ça, c'était... Mauvais souvenir, parle pas de ça. Un autre épisode du les Angels avec Mike Trout, malheureusement vieillissant, il est souvent blessé, il aurait peut-être fallu s'en départir là, déjà 5-6 ans. Fait que là, les Angels, ils coulent.
Puis après ça, les A's de Sacramento qui s'en vont à Las Vegas en 2028, ils n'ont pas la tête nécessairement à remporter. Non, ils sont comme en transition. On vit Exactement. là, C'est ça. on roule à 100 sur l'autoroute 20. C'est ça. Il reste la grosse division. Exact. En terminant, on va en parler Ouais. de cette division-là. L'Est Sam. de l'américaine. Qu'est-ce qui se passe dans l'Est? Là, les Blue Jays sortent favoris, évidemment. On a dépensé beaucoup sur le marché des joueurs autonomes. C'est pas l'équipe qui a le plus dépensé d'ailleurs. Là, ils se sont gâtés. Là. Mais les Yankees, il ne faut pas les négliger. Les Orioles, sont allés chercher des lanceurs, sont allés chercher le gros premier but dont j'oublie son nom. Le niveau de compétition va être relevé. Là. La compétition, ça va être une mise à mort. Les Red Sox, pensez-vous que les Red Sox vont arriver eux autres puis ils vont attendre que... Non. Fait que tu as 4 gros clubs, 4 gros marchés qui veulent l'emporter. Et puis tu rajoutes les Rays qui font de la magie, qu'on ne sait pas comment ils font, qui se finissent toujours... Fait que, en résumé, moi, malheureusement, j'ai pris une note, j'ai marqué « tirer au sort ». C'est ça. Écoute, C'est très excitant. On a hâte de commencer la saison, vraiment. une dernière question pour toi. Sur le baseball, qui va gagner la Série mondiale, tu penses? Je pense que les Dodgers ont tout ce qu'il faut pour répéter à nouveau. Qui va bien détrôner? enregistré, puis je veux qu'on le ressorte, oui. on va voir les gagnants, puis on va voir l'issue de la saison. Qui va détrôner les Dodgers? Hey, merci. Puis, Plaisir. Paul de hockey. On s'en va sur le hockey. Merci, Sam. Vas-y. On a vu cette semaine Jack High apparaître sur le 4e trio. On a eu du temps de glace à l'avant. Comment tu as trouvé ça? Est-ce que c'est là pour rester, Mathieu? Ben moi, je pense que c'était sympathique. Tu sais, il a dépanné, mais je pense pas qu'à long terme, ce soit un changement viable. Là. En défensive, on l'a vu malheureusement, il est vulnérable. C'est un bon coéquipier, je pense, mais est-ce que les assises pour jouer... Tu sais, 6 minutes en fin de saison, c'est pas assez. Ça te prend des défenseurs qui jouent au moins 8, 10, 14 minutes là, sur une troisième paire. Là. Ben, c'est parce que si on veut habiller Jack High, d'après moi, il est plus utile aux Canadiens à l'attaque qu'à la défensive. Struble, présentement, son poste est assuré. Là. Il est beaucoup supérieur à Jack High. Des fois, j'ai l'impression que Jack High, il n'a pas joué en Ligue américaine, puis il aurait peut-être d'aller chercher une expérience professionnelle. Il est arrivé trop vite? Je sais pas, je trouve qu'il est comme plafonné vite, on dirait. Ça a été une grosse saveur du mois aussi. Là. Son ego veut pas, il doit être gros. Là, il avait signé pour les restaurants, il était partout. Il est aimé de la foule en plus. Moi, je suis content de l'avoir vu à l'avant. Là. Ça donne un bon spectacle. Là. Je pense que d'ici, jusqu'aux séries éliminatoires, puis même en série, on pourrait revoir là, ce genre de présence-là. Je pense que son assignation, il va bien la comprendre, puis il va nous donner ce qu'il faut qu'il nous donne dans ces situations-là. Puis ça en dit long sur l'avenir de Patrick Lainé à Montréal. Ouais. Hey, merci beaucoup, Sam. As-tu aimé ta première expérience? Ah ouais, moi je reviens demain matin en direct à 6 h, je suis prêt. Ah, c'est bon, on va te réinviter, c'est sûr. On prend ça en note. Hey, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup à la maison d'être présents, de nous écouter encore une fois. Merci aux commanditaires qui sont là pour nous appuyer, aux invités, aux chroniqueurs, évidemment, et à l'équipe technique de TVCO qui nous fait quand même bien paraître chez Kimson. À bientôt.